Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plusieurs voix dissidentes s'élèvent au sein de la majorité. Les planteurs ont récemment déclaré qu'ils ne suivraient pas la consigne de vote de l'ancien président Henri Konan Bédié. En République démocratique du Congo, le budget 2015 a été jugé recevable, chiffré à 9 milliards de dollars. Il provient de 80% de ressources internes. Et pour en parler, nous recevons monsieur Vital Caméré dans cette édition. Et puis nous terminerons ce journal en beauté avec la mode qui avait rendez-vous à Bruxelles, la capitale belge. Thème de cette édition, la mixité. La majorité ivoirienne serait-elle sur le point de se fissurer? Les membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote de Henri Konan Bédié. L'ancien président avait appelé au mois de septembre à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Les voix dissidentes du PDCI se porteraient plus sur Essi Amara, ancien ministre des Affaires étrangères entre 1990 et 2000. Marina Vanier. Les contestations se multiplient au sein du PDCI, l'ancien parti unique ivoirien. Après plusieurs membres du bureau politique, c'est maintenant au tour des agriculteurs de faire entendre la grogne. La raison, l'appel du président du parti Henri Konan Bédié au vote du chef d'État, Alassane Ouattara, pour le scrutin présidentiel. Les exploitants agricoles ont même désigné leur propre candidat. Pour eux, ce sera l'ancien ministre Essi Amara et personne d'autre. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA, alors oui, nous aurions accepté. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR avait permis la victoire du président Ouattara lors du second tour des présidentielles de 2010. Pour les planteurs du parti, il n'est pas question d'une dissolution. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'il nous dise quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé d'Oufoué-Boigny. C'est pour la deuxième fois mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Mais c'est un acte grave. Le candidat des planteurs, Essi Amara, a été président de l'Assemblée générale des Nations unies entre 1994 et 1995. Le diplomate actuellement à l'étranger ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette question. Rendre la volaille accessible et à la portée de toutes les bourses pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'objectif que les aviculteurs camerounais se sont fixés depuis 2008. Chaque année, entre la fin du mois d'octobre et la mi-novembre, les accouveurs mettent sur les marchés à des prix promotionnels entre 3 et 4 millions de poussins par jour, avec l'aide des subventions de l'État. Et compte tenu de la bonne santé de la filière avicole observée depuis 2013, seulement 100 000 poussins seront disponibles cette année. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Produire 100 000 poussins pour préparer les fêtes de fin d'année 2014, tel est l'objectif des aviculteurs camerounais. Regroupés au sein de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun, ils participent activement aux côtés des pouvoirs publics à la régulation du prix du poulet sur le marché. À la même période, les années précédentes, les accouveurs produisaient entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour. Mais la bonne santé de ce secteur d'activité les contraint à revoir les quantités à la baisse. Le but de cette opération est d'éviter les manœuvres spéculatrices des commerçants et satisfaire la demande estimée à environ 4 millions de poulets sur pied durant cette période de forte consommation. Tout ce qui est bien de première nécessité et de consommation de masse, n'est-ce pas, on organise des pénuries, n'est-ce pas, pour profiter des effets du fait qu'en fin d'année, la consommation, n'est-ce pas, de ces biens-là augmente. Donc avec le gouvernement, nous avons entrepris depuis 2008, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'on a appelé marché témoin ou foire au poulet pour justement contrecarrer les effets de cette spéculation sur les marchés libres. C'est en janvier 2005, avec la levée de l'exonération de la TVA et l'ajout de 2 nouvelles taxes sur les importations de poulet, que la filière avicole camerounaise a pris son envol. Mais de nombreuses difficultés freinent encore son plein épanouissement. Nous avons un problème de manque de normes, absence de normes de production. Nous avons un problème d'absence de déontologie et d'éthique dans la filière qui ne garantit pas
toujours, n'est-ce pas, la performance. Nous avons un problème de conditionnement et de conservation. En 2013, les poulets sont restés dans la ferme, et quand le poulet reste dans la ferme, celui qui produit le poussin ne peut pas vendre, et comme lui ne peut pas vendre, automatiquement ce poussin-là est détruit. Seule l'industrialisation peut maintenant nous permettre de faire le saut qu'il faut pour développer de façon significative et durable notre production. Les aviculteurs camerounais produisent environ 1 200 000 poussins par semaine. La production réelle de poulets du pays est estimée à environ 50 millions de têtes par an. De nombreuses études sont en cours pour moderniser et industrialiser cette filière afin de répondre aux besoins du marché national et sous-régional. Les députés ont jugé recevable en République démocratique du Congo mercredi 15 octobre le projet de budget 2015. Le Premier ministre Matata Ponyo propose un budget chiffré à 9 milliards de dollars, un budget dont les recettes proviennent à 79% des ressources internes et à 21% des ressources externes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Vital Kamerhe, membre de l'opposition et président de l'Union pour la nation congolaise. Monsieur Kamerhe, bonjour. Bonjour. Alors ce budget, comment vous l'analysez? D'abord, ce budget est inconstitutionnel, présenté par un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes depuis une année. Ce budget, comme le budget précédent, ne va pas être exécuté dans le respect de la loi des finances. Parce que le budget passé, nous avons vu d'abord 25 millions de dollars pour arranger le bureau du Premier ministre, 80 millions de dollars qui ne sont inscrits dans aucune rubrique budgétaire, qui ont été décaissés, donnés au privé pour créer un parc agricole dans les Bandundu. Et au Katanga, aujourd'hui, nous savons l'accroissement de la production de cuivre est plus que jamais visible, mais qui rivalise malheureusement avec l'accroissement de la pauvreté de tous les Congolais, des Katangais en particulier. Et justement, est-ce que ce budget ne pourrait pas influer sur les conditions de vie des Congolais? Justement, c'est là tout le paradoxe. Ou alors, l'argent effectivement entre dans la caisse de l'État et est détourné à d'autres fins, ou l'argent n'entre pas, on doit nous dire la vérité, parce qu'on parle de taux de croissance les plus élevés d'Afrique. En même temps, nous avons le taux de pauvreté le plus élevé d'Afrique. Le budget, c'est une loi de finances qui doit être respectée. Ces entreprises minières ont été réunies pour créer ce qu'on appelle basket fund, c'est-à-dire de l'argent pour préparer le référendum afin que le président ait la possibilité de se présenter. Nous dénonçons ce genre de pratiques. Ça a été présenté par Mediapart. Nous avons dans les budgets passés de l'argent qui était destiné à l'opposition, qui n'a pas encore jusqu'à ce jour de porte-parole. Mais on a vu 200 millions de francs congolais qui a mouvementé ce compte et qui a bénéficié de cet argent. Et quelle aurait été la solution idéale selon vous? Et d'abord, le budget, quand on dit qu'il est recevable, il faut relativiser. Il a été reçu ou accepté par certains députés de la majorité présidentielle, puisque l'opposition dans son ensemble avait claqué la porte, parce qu'il fallait d'abord sur le plan juridique que le gouvernement se mette en ordre, c'est-à-dire que le président prenne une ordonnance pour reconduire le Premier ministre Matata ou nommer notre Premier ministre. Secondo, il fallait d'abord que le rapport de la Cour des comptes soit discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Or, à ce niveau-là, on a brisé un principe de l'unicité du compte de l'État. Il y a maintenant plusieurs sous-comptes de l'État, visiblement pour enrichir certaines personnes dans le but justement d'influencer le cours de l'histoire politique de notre pays. Alors, M. Kamerhe, à un peu plus d'un an des prochaines élections, comment est-ce que vous évaluez le dialogue national? Ouais, nous avons appris que dans une émission à la télévision nationale privée à Kinshasa, et puis reprise au niveau de la télévision nationale, que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en même temps porte-parole du président de la République, aurait dit que le président serait favorable au dialogue conduit par M. Tshisekedi au niveau de l'opposition et M. Vital Kamerhe. Vous semblez sceptique? On n'est pas sceptique parce que nous sommes pour la construction. Mais nous disons, le président doit se rappeler qu'il y a l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a la résolution 2098 qui fixe le cadre de ces dialogues. Et ces dialogues ne peuvent porter que sur les conséquences des mauvaises élections de 2011 pour les éviter en 2016. Ces dialogues doivent porter sur le bon fonctionnement de la CENI et sur la non-révision de la Constitution, et que nous ayons l'occasion de dénoncer ce qui vient de se passer dans notre pays. L'insécurité à l'Est, et les évêques, pour avoir donné leur opinion, aujourd'hui sont vilipendés. Les représentants des droits de l'homme au niveau de la MONUSCO, aujourd'hui déclarés persona non grata, pour une opération qui avait été malmenée par la police congolaise des jeunes. Au lieu de les encadrer, on a voulu nettoyer la capitale des jeunes désœuvrés, et nous dénonçons cela. Monsieur Scott Campbell a fait une déclaration qui traduit la réalité. On devait poursuivre plutôt les gens qui sont
cités dans ce rapport. Et Monsieur Caméré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition et président de l'Union pour la nation congolaise. Merci madame. Et pour terminer ce journal en beauté, sachez que la mode africaine avait rendez-vous à Bruxelles, la capitale belge. Du 10 au 12 octobre, une cinquantaine de créateurs ont dévoilé leur style à l'occasion de la 3e édition de l'Ethno Tendance Fashion Weekend. Sur les podiums, les stylistes ont fait la part belle à la mode qui rassemble. Reportage de Hortense Assaga et de Paul Dessingwe. La mode rassemble à Bruxelles. Octobre est le mois de la mode en Belgique. C'est également cette période qu'ont choisi les organisatrices de l'Ethno Tendance Fashion Weekend pour proposer leur rendez-vous de mode. Véritable événement international axé autour des arts, de la mode éthique et solidaire, de l'art de vivre et de la beauté, ce rendez-vous est devenu incontournable pour le public et les stylistes qui y trouvent une vitrine artistique et commerciale. Jardin de Jade, en fait, c'est une création de maroquinerie accessoires ethniques et c'est uniquement du fait main. Alors j'ai fait que du fait main, il n'y a pas de fabrication, c'est que de la fabrication artisanale. Alors, ça apporte beaucoup de choses. Parce que c'est ma première édition, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Ça permet de rencontrer du monde, ça permet aussi pour moi que les gens puissent connaître aussi ma marque, qu'ils puissent connaître c'est quoi Jardin de Jade, qu'est-ce qu'elle fait. Pour cette 3e édition, les mots d'ordre étaient plus d'envergure, plus de visibilité, plus d'échanges et encore plus de chic et de glamour. Ainsi, la soirée d'inauguration, point d'orgue de la manifestation, a vu défiler quelques grandes figures de la mode belge et africaine, venus montrer leurs propositions de mode, originales, créatives, métissées, dans l'air du temps. La collection que j'ai présentée à Ethno Tendance, c'est une collection qui m'a été inspirée vraiment pour le coup par mes origines africaines. J'ai voulu retrouver toutes ces couleurs qui ont marqué mon Afrique, mon enfance en Afrique plutôt. Et d'où il y a beaucoup d'orange, beaucoup de marron, beaucoup de vert. Et c'est toutes ces couleurs-là que je retrouvais dans la couleur de la terre, la végétation et tout ça que j'ai voulu retranscrire dans cette collection-là. Après, j'ai quand même pris une inspiration des styles un peu dandy à la londonienne. Avec une cinquantaine d'exposants, des créateurs, des ateliers beauté et customisation et aussi des concours comme celui du plus beau look ou encore des conférences sur l'influence de l'Afrique dans la mode occidentale, Ethno Tendance Fashion Weekend a offert une plateforme riche et variée durant 3 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.